Euh, on va parler à quatre voix, parce que je crois que c'est important de montrer la diversité des pratiques dans ces missions de paysagisme conseil de l'État qu'on va rapidement resituer et rappeler. Diversité d'expériences et diversité de regards sur cette mission particulière, de façon à essayer de transmettre la complexité de la présence de gens comme nous, hein, et comme vous, dans des services de l'État. Hein, c'est quelque chose d'assez singulier en Europe. À travers nos séminaires, on s'est rendu compte que ce type de mission n'existait pas ailleurs. Chez nous, on a été précédé par les architectes conseil de l'État qui ont été un mouvement lancé dans une mission créée en 1950 dans le cadre de la reconstruction, hein, et dans un contexte d'un État très centralisé, et à l'époque il n'y avait qu'une seule école d'architecture, elle était à Paris. Tout se passe à Paris dans notre pays, contrairement à pas mal d'autres pays européens. C'est pour ça que ça n'existe qu'ici, ce type de mission. Voilà, les architectes ont été envoyés en mission dans l'ensemble des DE de l'époque pour participer à la qualité du processus de reconstruction. Voilà. Nous, on est nés beaucoup plus tard, certainement avec l'émergence de l'émotion paysagère, enfin, j'ai envie de le dire comme ça, face au monde qui se construisait. Hein. Vous vous souvenez que dans les années 80, on a commencé à parler de la question des entrées de ville. Oui, je vais présenter tout le monde, car des entrées de ville. La question du paysage posé comme problème a commencé à émerger à ce moment-là. Enfin, c'est comme ça que j'ai vécu. J'ai retrouvé, moi, les premiers colloques, séminaires sur les entrées de ville, c'est la fin des années 70, quoi. Hein, voilà. Et ça aboutit au bout de 10 années de réflexion à la loi paysage, hein, que vous connaissez, qui a été célébrée hier au Muséum. Et cette loi paysage a conduit à commencer à poser différemment la question du paysage, c'est-à-dire jusqu'à 1993, on se préoccupait du paysage dans les sites, hein, donc on était encore sur les processus de classement, qu'on continue d'ailleurs, de protection, de classement, et là pour la première fois, la loi se préoccupait de l'ensemble des paysages, hein, ce qu'aujourd'hui on tente à appeler le paysage quotidien dans le projet de loi qui est en réflexion. Voilà, donc on est issu d'une sorte de prolongement de cette loi paysage qui était pour une première fois la prise en compte de l'ensemble des paysages créés sur le territoire français. Alors, c'est les témoignages. Faits par Isabelle Schmitt, qui est en DDT, Direction départementale des territoires, M, puisque tu es en façade maritime, hein, de Charente. Claire Lobby, qui est en DREAL, hein, tu nous rappelles, chacun se présentera, je ne vais pas les présenter en détail, qui est en DREAL, donc une mission au niveau régional sur des services qui ont d'autres types de missions que les DDT, qui étaient nos anciennes DDE. Claire Alliot, qui est en poste à une DDT urbaine, hein, une UT, oui, parce qu'en Ile-de-France, on n'a pas fait les choses comme les autres. Et puis, en fonction de ce que vous aurez dit, je verrai s'il est nécessaire de compléter avec l'expérience que j'ai en ce moment en DRIE, puisqu'il n'y a pas de DREAL en Ile-de-France, DRIE, donc régional et interdépartemental de l'écologie et de l'énergie. Enfin, on a inventé un service un peu spécifique pour l'Île-de-France qui n'est pas organisé comme les autres régions. Alors, je voulais juste, avant de vous passer la parole, rappeler la liste de nos premiers paysagistes conseils, ceux qui ont été nommés dès 93. Hein, aucun n'est dans la salle, je crois. Ils sont hein, ah ben voilà, pardon.
Mais tu n'es même pas dans la liste que j'ai retrouvée. Alors, mais oui, peut-être parce que les démissionnaires, je sais pas. Ah bah voilà, il y a Lydie. Alors, toi, alors c'est extraordinaire parce que vous n'êtes pas. Alors, hein, c'est pas la bonne. Hein. Mais je vais vous citer ceux qui sont sur. Si Lydie, il y est. Il y a Pascal Aubry, bon, qui est toujours là, toujours parmi nous, qui est en Bretagne. Lydie, qui est parmi nous aujourd'hui. Lydie Chauvac, Jean-Pierre Clarac, qui est en 77, hein, en DDT, Anouk Debar, Claude Faucheur, Alain Frétet, Pierre Girardin, Jérôme Jeannequin, qui est toujours parmi nous également, qui est au bureau, Daniel Laroche, Elisabeth Mortamet et Jean-Pierre Saurin. Voilà. Alors c'est la première génération, vous avez à les côtoyer, on continuera à les côtoyer, j'espère, le plus longtemps possible. Depuis, donc ça a été la première fournée, peut-être, bon, il manque Henri, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas sur la liste. La première fournée, entre 93 et 2003, à peu près toutes les DDE, ce qui s'appelait les DDE à l'époque, ont été pourvues. Hein, et puis depuis, les postes ont été développés en DREAL, dans les directions régionales. Aujourd'hui, toutes les DREAL ne sont pas encore totalement fournies, donc il y a des appels de candidature, hein, qui ont été lancés récemment pour étendre d'une dizaine de postes encore la mission. Aujourd'hui, on est 131, d'après les statistiques officielles, et il y a 7 d'entre nous en disponibilité pour différentes raisons. Il y en a qui ont trop de boulot, c'est merveilleux. Mais voilà, alors... On va faire ces 3 séries de témoignages, et puis... comment? Ah oui, j'ai pas dit mon nom. Donc, alors, donc je suis Sébastien Georgis. Actuellement, je préside l'association des paysagistes conseils de l'État. C'est à ce titre-là que la FFP m'a contacté. Et puis, alors les présidents se succèdent tous les ans, ça tourne. Hein, voilà. Tu étais présidente l'année dernière, tu as été présidente, Claire a été présidente. Il n'y a que des... Oui, là, on n'a pas fait... Mais on est tous présidents dans cette association. Voilà, c'est la seule façon à peu près que les paysagistes trouvent de fonctionner. Parce que, on a une relation au pouvoir assez singulière, hein, comme on le sait tous. Bon, et qui fait partie des qualités qu'on attend de nous dans les services de l'État. Mais vraiment, je suis sérieux cette fois-ci, je crois que notre tempérament et notre liberté de ton dont Isabelle va vous faire une belle démonstration tout à l'heure, est une des qualités attendues dans les services qui ne peuvent pas parfois dire des choses que nous pouvons dire grâce au fait qu'on est extérieur, qu'on est indépendant, et je ne dirais pas qu'on en profite, mais voilà, on y va, hein. Ah oui, juste sur le diaporama, oui, pour vous dire les images. Alors, il se trouve que l'association, tous les ans, fait un séminaire de 2 jours et demi officiellement et de 4 jours officieusement. Une année à l'étranger, une année chez nous, sur des thématiques et des régions sur lesquelles on a des choses à voir et à faire connaître. Et donc ce diaporama, c'est un reportage photo de ces différents séminaires. Peut-être certains en parleront, des séminaires, à l'occasion de votre intervention. Ce n'est pas l'objet de cette matinée, hein. Mais voilà, ces images viennent et des séminaires et certaines images envoyées de missions de Paysagistes Conseil, notamment dans les dom-toms, vous le reconnaîtrez. Isabelle, à toi, si tu peux te présenter, merci. Ok, bon, ça marche, ça, oui. Donc bonjour à tous. Je suis donc basée en Île-de-France parce que un des principes du poste de paysagiste conseil, c'est que on ne peut exercer cette mission que dans un département dans lequel on ne travaille pas. Je rappelle simplement parce que c'est normalement une garantie d'indépendance, c'est vrai pour nous, c'est vrai évidemment pour les architectes conseils, c'est vrai pour tous les conseils de l'État en général. Ça marche? Oui. Tu veux prendre le truc à la main? Ah, voilà, c'est ça. Je ne sais pas comment le mettre, ce machin. Voilà. Prends-le dans ta main. Mimine. Petite mimine. Voilà. Donc, je suis moi
paysagiste conseil de département dans un département littoral. Ce qui est toujours quelque chose de particulier parce que d'une part, on est, comment dire, au bout des terres. Alors la France, effectivement, par rapport à l'Europe, elle est toujours un petit peu au bout de la terre, évidemment, mais en France, il y a... Ça marche pas? Si. Ah ouais, d'accord. Tous les départements littoraux en France ont un statut spécifique, puisque forcément, ce département, il va se diviser en deux grandes parties, la partie littorale et la partie arrière-pays. Et comme vous le savez sans doute, il y a une pression démographique en France sur le littoral qui est extrêmement importante et qu'on retrouve à peu près partout, et d'autant plus, bien sûr, quand on descend dans le sud. Donc je suis basée à La Rochelle. La Rochelle, sans être la Côte d'Azur, ça commence à être un département qui est très, très prisé et dans lequel finalement on a plusieurs usages. On a donc cet aspect touristique très très fort. Il y a une autre thématique qui est la thématique des retraités. Il y a beaucoup de gens qui partent en retraite en Charente-Maritime. Et puis la troisième thématique qui est très importante aussi, c'est la pêche et notamment, bien sûr, tout ce qui concerne la conchyliculture en particulier. Sachant que l'arrière-pays est très agricole. Donc il y a une thématique de l'eau, d'un seul coup, l'eau douce, l'eau polluée, l'eau de mer, qui viennent s'entrechoquer quelque part sur ce qu'on appelle la ligne de terre, la ligne de mer, qu'on finit aujourd'hui, qu'on commence à épaissir un peu. Alors tout ça, c'est effectivement, c'est mon quotidien, sachant que les directions départementales, depuis maintenant à peu près, je ne voudrais pas me tromper, mais je pense environ 6 ans, ne cessent de se réorganiser. C'est-à-dire que tous les ans, on démarre l'année au mois de janvier avec un nouvel organigramme, une nouvelle organisation. Les unités territoriales se déplacent un peu. Là, cette année, alors, je suis dans ma 9e année pour une raison un peu particulière. La Charente-Maritime a subi, il y a maintenant 2 ou 3 ans, un raz-de-marée. Aussi petit soit-il, c'était un raz-de-marée avec des morts. Tout ça s'appelle Xynthia. Ça a conduit l'État à avoir une action extrêmement rapide, extrêmement violente, entre guillemets, symboliquement violente. C'est-à-dire que l'État a décidé de racheter très très rapidement, dans l'année 2011, je pense que c'était 2011 ou 2010, je sais plus. Non, 2010. Voilà, c'était 2010. A décidé de racheter l'équivalent de 1000 maisons, puisque sur ce type de département littoral, il y a essentiellement des maisons. Il y a beaucoup de lotissements, beaucoup de... par ailleurs, c'est un département extrêmement patrimonial. Il se trouve que c'est à peu près le seul département de province ou un des rares départements de province dans lequel on a 2 architectes des bâtiments de France, parce qu'on dispose d'un patrimoine en Saintonge, un patrimoine donc roman, extrêmement important. Donc beaucoup de ce territoire est classé. Ce qui bloque en quelque sorte l'évolution des maisons et ce qui explique en partie le drame de Xynthia il y a 3 ans, c'est-à-dire qu'il avait été décidé que la maison charentaise est une maison rez-de-chaussée, sans accès au comble depuis la maison,
Et la plupart des gens qui sont morts dans leur maison parce qu'ils ne pouvaient pas s'en échapper. C'est assez dramatique. Je dois dire qu'on a eu à cette occasion des réunions plénières, entre guillemets, puisque l'État, enfin la centrale, les gens de la défense, donc, se sont beaucoup investis, ont envoyé des urbanistes, des architectes, des géographes, des sociologues. Ça a été vraiment le gros morceau de ces dernières années, sachant qu'une partie, bien sûr, du personnel de la DDTM était concernée par ces inondations et avait vécu de très près cette situation dans laquelle ils étaient coincés. Donc ça a été très émouvant. Alors évidemment, on ne passe pas notre temps à parler de cette histoire sous le coup de l'émotion, mais tout le monde est un petit peu tendu avec cette affaire-là. Bref, l'État a acheté environ 1000 parcelles et en l'espace de 2 ans a tout démoli. Donc aujourd'hui, une partie du littoral, c'est une friche. C'est finalement une friche, c'est plus une friche urbaine, bien sûr, qu'une friche naturelle, parce que démolir en France, c'est toujours démolir du béton. Et on se retrouve parfois avec des emprises dans lesquelles restent, bien sûr, les routes et les candélabres, et souvent la végétation, qui est donc une végétation de lotissement, très colorée, avec beaucoup d'arbres ou d'arbustes, permanents, c'est-à-dire persistants, qui n'ont absolument rien à voir avec la végétation locale, la végétation spontanée. Et je trouve que ça faisait un raccourci comme ça de ce qu'on nomme à la fois le paysage, de ce qu'on attend des paysagistes, de ce qu'on en comprend, et pas uniquement au niveau des paysagistes conseils, mais effectivement au niveau des paysagistes en général. Bon, donc je me suis appliquée. D'abord, j'ai effectivement demandé, parce que souvent on est un petit peu obligé de demander dans cette prestation à être intégré dans les gros dossiers, parce que un gros dossier en DDE, enfin en DDTM, en DREAL, en ce que vous voulez, personne n'a envie de le laisser comme ça autonome, un électron libre, parce que quelle que soit notre manière d'être dans chacune de ces institutions, on reste des personnes autonomes, puisque c'est ça qu'on nous demande d'être. Donc c'est difficile d'être autrement. Il y a des gens qui le sont plus ou moins, il y a des gens qui vont un peu plus vers le personnel de ces directions, d'autres qui se heurtent. Il arrive parfois qu'il y ait un petit peu des difficultés. Je trouve ça normal d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. C'est parfois à travers les difficultés qu'on peut avancer. C'est vrai dans la vie, c'est vrai aussi dans les prestations de ce type. Et j'ai absolument perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. L'émission, le quotidien. Voilà. C'est-à-dire qu'au quotidien, donc j'ai été intégrée immédiatement au niveau, on va dire, quand l'État a renvoyé en Charente-Maritime des gens, des prestataires qui venaient de Paris. Chose qui a été extrêmement mal vécue par, bien sûr, les gens qui travaillent au quotidien là-bas. À ce moment-là, j'ai été intégrée directement, c'était une évidence. Et quand ces gens sont repartis, et il faut reconnaître que les autres étaient toujours là avec leurs problèmes, là, on m'a écartée. Et à partir de là, moi, j'ai dit, c'est pas possible, c'est quand même important de trouver un moyen de discuter. Il vous est arrivé des choses quand même un peu graves. J'ai donc demandé, en accord avec évidemment la direction, les chefs de service et tutti quanti, qu'on m'accorde une année supplémentaire pour pouvoir en finir entre guillemets avec ce dossier. Voilà. Et donc je suis restée 9 ans, alors que habituellement dans ces prestations on reste entre 5 et 8 ans.
Voilà. Donc je reprécise pour ceux qui ne sauraient pas. Bon, alors, à part ça, dans un département comme le mien, donc il y a des choses qu'on retrouve comme dans tous les départements ou à peu près, c'est tout ce qui concerne la politique de l'ANRU. Donc participer au comité, en général aux réunions plénières en matière de rénovation urbaine. Donc on est là pour donner un avis sur les dossiers en cours, à plusieurs stades d'évolution de ces dossiers. Et ça s'est beaucoup amélioré aussi, c'est-à-dire qu'au début, on se voyait une fois franchement en amont et puis une fois franchement en aval. Et donc, d'une manière générale, je dirais que c'est même le bureau, l'association qui l'a demandé. On a demandé à être présent et en amont et au stade, entre guillemets, AVP, etc., pendant les travaux. C'est-à-dire que maintenant, on se déplace pour examiner d'une manière très détendue si les travaux sont accordés avec les dossiers qu'on a pu voir en amont. Et ça, je pense que c'est très bien. Alors, c'est pas toujours facile parce que, au titre de l'ANRU, on est donc du côté des DTM, c'est-à-dire des gens qui vont permettre qu'on accorde les subventions ou pas aux villes. Donc nous sommes un petit peu en confrontation avec les villes qui mettent parfois un peu de temps à comprendre ce sujet. Et il arrive, notamment dans une ville comme La Rochelle, je dois dire qu'on a eu de très très bons rapports, de très bonnes relations avec la ville de Saintes, qui n'est donc pas la préfecture, qui est une sous-préfecture en Charente-Maritime, qui s'est mis en quatre pour qu'on puisse avoir des vrais échanges tous ensemble. À La Rochelle, bon, vous en avez entendu parler l'année dernière, il y a quand même beaucoup d'enjeux politiques, c'est une ville qui a l'air assez endormie comme ça, et finalement il se passe pas mal de choses, mais en général, la ville ne ressent pas trop le besoin de discuter avec des gens comme nous. Voilà. Alors, au titre de l'ANRU, c'est vrai que c'est un petit peu sportif, mais on a permis, par exemple, de leur faire prendre conscience qu'il fallait absolument qu'ils prennent des urbanistes, en tout cas des équipes pluridisciplinaires, avec urbanistes, architectes bien sûr, et paysagistes, et qu'ils élargissent leur réflexion. Et pour moi, c'était très important, parce qu'on se retrouvait avec des petits bouts de bâtiments, des espèces de pieds d'immeubles, des machins, des trucs, on ne comprenait même plus de quoi on parlait. Il fallait absolument qu'on sache pourquoi ces quartiers avaient besoin tout simplement de faire partie de la ville. Ça va pas plus. Enfin, pour moi, la rénovation urbaine, c'est quelque chose comme ça. C'est intégrer, c'est reconnaître à des quartiers un peu périphériques qu'ils sont aussi de la ville, tout simplement. Et je trouve qu'on vient de loin et parfois, on n'y est pas toujours. Bon. Et alors du coup, à La Rochelle, comme c'est quand même une ville qui considère qu'il porte un art de vivre en France, ils vont chercher des équipes très loin, une fois qu'ils sont convaincus. Normalement, ils viennent de l'autre bout de la France, ce qui est bien, ce qui est pas mal. Ça donne un autre regard. Bon, alors ça, c'est comme tout le monde. Après, on a le guichet unique. Enfin, nous avons, un guichet unique des énergies renouvelables. Je ne sais pas, en fait, si... Il me semble que normalement, on doit avoir ça dans tous les départements. Mais c'est ça. Alors nous, voilà, on a cette chose où on doit débattre des éoliennes, des panneaux photovoltaïques. Et alors les éoliennes, c'est un sujet très difficile aussi. Nous sommes donc sur le littoral. Peut-être que certains d'entre vous s'intéressent à l'éolien, mais en France, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y en a plus dans les départements les plus reculés des bords de mer que, bien sûr, au bord de la mer. C'est-à-dire que quand on voit 3 éoliennes au bord de la mer, on se dit, tiens, c'est bizarre. Alors que quand nous avions fait un séminaire à Copenhague, évidemment, ce type de pays porte ça vraiment comme une fierté, quoi. Nous, on a beaucoup de difficultés avec ça. Parce que nos côtes sont quand même les plus belles du monde. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Voilà. Bon, je vais un peu vite parce que je pense que... c'est ça, Alors, la troisième chose qu'on voit d'une manière générale dans tous les départements, normalement, je crois,
Ce sont les écoquartiers qui sont portés assez fort par l'État et sur lesquels on nous demande d'intervenir. Mais moi, j'ai compris que dans mon département, c'était quand même normalement la DREAL qui était en charge de ce truc. Donc on voit en général arriver des gens très sympas de la DREAL. Moi, je ne veux pas me mettre du côté des gens de la DDT, mais il faut reconnaître qu'ils sont un peu plus éloignés que nous du terrain. Je dis ça comme ça. Hein. Bon. Mais c'est sympa, on échange et tout. Voilà. Et alors, on a un truc très spécifique au département agricole qui ont des soucis d'eau, que ça, j'ai découvert totalement. C'est les réserves de substitution. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est-à-dire qu'il s'agit de créer des bassins, grosso modo, qui... Normalement, l'idéal, c'est qu'ils fassent à peu près 7-8 hectares d'un seul tenant. Donc, on creuse un petit peu. C'est un équilibre des blés remblais. Et on vient entourer ces choses qui, normalement, sont un peu rectangulaires ou alors qui ont la forme de la parcelle de 7 hectares. On vient les entourer de digues qui dépassent à peu près de 10 à 12 mètres, qui sont des monuments. C'est-à-dire que dans le paysage, on dirait des petits forts. Comme ça, des petits forts de Vauban, on voit ces trucs. On a les éoliennes, les petits forts, les machins, le littoral, avec tous les touristes qui sont complètement coincés là, au bord de l'eau. Parce que je ne vais pas en parler, j'aurais peut-être dû en parler un peu. Hein, voilà. Et ça, c'est assez intéressant parce que nous devons intervenir pour déclarer ou aider ou conseiller à l'intégration paysagère de tout ça. Voilà, mais pas aller plus loin parce que je sens qu'il y a une effervescence. Oui, tu as bien senti, Isabelle. Mais tu pourras réintervenir dans les échanges tout à l'heure avec la salle. Claire, on a senti dans le propos d'Isabelle cet échange dialectique entre DDT et DREAL. Donc tu vas nous parler depuis la DREAL pour voir si on adopte notre camp. J'ai été très longtemps en DDT, en Charente-Maritime, pour commencer. Puis dans l'Yonne, très rural. Et donc maintenant, je suis en DREAL Rhône-Alpes, une grosse DREAL, 8 départements, des départements très, très différents les uns des autres, avec une transition nord-sud, plutôt continentale à sud-méditerranéen, et puis départements très variés en termes d'altitude, où la montagne est très représentée, une région où il y a beaucoup de déprises agricoles, mais aussi beaucoup de construction, d'aménagement et de très grosses infrastructures en projet encore. Donc nous sommes en DREAL. La DREAL, je rappelle, c'est depuis 2 ou 3 ans la fusion des DIREN, Direction de l'environnement, régionale de l'environnement, des DRE, Direction régionale de l'équipement, et DRIR, Direction régionale industrie, recherche, énergie. Donc voilà, tout ça, ça devient une grosse machine basée à Lyon, avec quelques petites antennes dans les départements, petites. Et effectivement, donc, beaucoup plus éloignée du terrain que la DDDE, et en plus avec plutôt des gens et des services en électrons libres. Voilà, des gens haut niveau, au niveau cadre, ingénieur majoritairement. Le paysage là-dedans, moi j'ai la chance que le paysage au niveau de la DREAL, il soit identifié très clairement dans un gros service qui s'appelle API, Aménagement, Paysage, Infrastructure, et qui regroupe, qui fonctionne par métier, à la fois par métier dans son organisation et par territoire. Donc 3 grands territoires ont été identifiés. Territoire du sud, Drôme-Ardèche, avec en phare la vallée du Rhône, et toutes ces contraintes de grandes infrastructures, grandes installations, gros risques, voilà, producteurs d'énergie. De chaque côté, des territoires très ruraux, très touristiques, avec des caractères d'habitants très très forts, notamment les Ardéchois. Donc moi, j'ai en charge ce territoire-là. Nous sommes 3 paysagistes conseils. Philippe Conversé a en charge les 2 Savoies et l'Ain, donc la montagne plutôt. Et Elisabeth Ferron a en charge l'Isère, le Rhône et la Loire, département aussi très très varié pour elle.
Alors, on essaye d'être... comment est-ce qu'on fonctionne à 3 dans cette grosse machine? Déjà, on essaye de venir à peu près les mêmes jours, hein, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont de l'ordre de la stratégie. La stratégie sur l'application des politiques du ministère. Et on n'est pas trop de 3 pour réfléchir sur les politiques de paysage et comment est-ce qu'on va animer, faire appliquer, apporter un peu de méthode ou quelques idées, ou au contraire contrer certaines méthodes. Voilà. Cette organisation d'API me permet, moi, de toucher à tout ce qui est urbanisme, notamment urbanisme à l'échelle régionale avec des SCOT interdépartementaux. La question de la connaissance avec les atlas, l'observatoire qui a été mis en place il y a au moins 10 ans, sur lequel j'ai travaillé dès que je suis arrivée. On a fini à peu près l'observatoire des paysages. Donc une vision régionale des paysages, un peu compliquée pour moi. Beaucoup d'ingénierie qui est un peu loin vraiment du paysage. Mais bon, cet observatoire a été fait, j'ai joué le jeu. La connaissance, c'est aussi les atlas. Donc il y a des atlas départementaux qui sont en cours, au tout début, réflexion sur l'Ardèche et réflexion sur la Drôme. Et puis reste quand même un gros bastion qui est les paysages protégés, les sites classés, puisque les inspecteurs des sites sont dans ce service API. Et énormément de sites classés et des grands sites classés en Rhône-Alpes. Et puis un gros sujet très important, c'est tout ce qui est infra. Et donc il y a encore beaucoup de projets routiers, y compris en Drôme-Ardèche, déviation de Montélimar, déviation du Teil, barreaux entre les différentes autoroutes. Et ça avec des chargés de mission qui sont jeunes et qui sont intéressants, très motivés par la question du paysage. Donc j'ai été très très sollicitée là-dessus depuis 2 ans. Après, le reste, on a un peu plus de mal à rentrer. C'est la question des risques, la question des énergies et du climat. Nature, les services nature, ça c'est complètement opaque et fermé. Très difficile à rentrer. Même via le SRCE. Le SRCE, je n'avais pas parlé, le schéma régional de cohérence écologique, sur lequel j'ai pas mal travaillé, est fait au sein d'API et non pas au sein de la cellule nature. Ce qui est plutôt intéressant, c'est mené par le groupement des agences d'urbanisme, il faut quand même le savoir, des 3 grosses agences d'urbanisme de la région lyonnaise, donc Saint-Étienne, Lyon et Grenoble. Et puis, il y a aussi pas mal d'interventions qui sont transversales et qui touchent à la formation et à l'intervention extérieure de personnes, notamment la collaboration avec les écoles de paysage. Voilà. En gros, c'est à peu près ça. Ça veut dire que nos objectifs, c'est de travailler, d'aider l'Adréal à aboutir sur la question des paysages sur ses axes stratégiques, animer le réseau des PCE, à la fois PCE Dréal et PCE cohérence au niveau départemental, d'apporter un peu de méthodologie, exemple sur les appels à projets, plans de paysage. Donc moi, je suis ces appels à projets. De travailler aussi sur la question de la profession, qui travaille sur le paysage et comment on peut faire intervenir les paysagistes à tout niveau, favoriser ça. Et puis la formation, la question de la formation. Pour l'instant, on a monté plusieurs axes de formation. Philippe a animé une formation montagne, tourisme montagne, donc sous l'angle plutôt de la question de l'accueil touristique. Moi, j'ai participé sur l'éolien avec Elisabeth Ferron, surtout pour un peu approprier le schéma régional et donner aux agents quelques doctrines au niveau régional. Donc à chaque fois, on essaye de travailler avec les paysages conseils départements. Ça fait 6 ans que je suis là-bas, donc je commençais juste avec quelques jours au tout début parce qu'il manquait quelqu'un. Et ça fait 3 ans que je suis à plein temps. Enfin, plein temps, ça veut dire 26 jours par an, je rappelle. Donc en moyenne 2 jours par mois. Donc c'est le plein temps, il est quand même... le plein temps pendant les 2 jours, ouais, là on fait plutôt 12 heures que 8 heures. Après restent les parents pauvres paysages au niveau régional, c'est l'agriculture, enfin pour moi. Très peu d'entrées agriculture, la DRAF, c'est complètement opaque, complètement fermé. Même pour le SRCE, ils ont fait leur truc à part, ils n'ont pas travaillé du tout dans les ateliers. Et puis l'autre parent pauvre, c'est la culture, et c'est vrai qu'on a un peu de mal, alors qu'il y a 26 AVAP en Rhône-Alpes en cours. Faute de temps, le paysage n'est pas abordé directement.
Il y a quelques paysages conseils, mais c'est pareil, en DDT, ils sont bouffés par d'autres choses. Et donc les SDAP essayent tant bien que mal de travailler là-dessus tout seuls. Donc quand il y a un site classé en AVAP, l'inspecteur des sites amène la donnée paysage. Moi, j'ai été... Je ne peux pas être partout, donc ce n'est pas une priorité pour moi, mais c'est vrai que c'est aussi un gros souci. Voilà. Et puis, comme je reviens juste de 2 jours de vacation, je vais vous donner mon quotidien. J'étais jeudi et vendredi à Lyon, pour moi, Lyon et Valence. Pour vous expliquer, le jeudi matin, j'ai travaillé pendant 2 heures sur l'OGS de Vallon-Pont d'Arc, opération Grand Site. Donc Vallon-Pont d'Arc, c'est la grotte Chauvet, je rappelle. Enfin, donc il y a une opération Grand Site qui est menée avec un contexte politique très très compliqué. Donc voilà, décortiquer et aider le pauvre paysagiste qui se démène là-dedans, qui est Bertrand Folléa, qui est un peu malmené. Et les services de l'État aussi sont très malmenés. Donc voilà, c'est essayer de redorer le blason de l'État là-dedans. Sachant qu'en plus, Hollande, notre président, va venir visiter la grotte en janvier. Donc tout le monde s'affole. Le deuxième sujet sur lequel j'ai travaillé, c'était le SCOT Romans-Valence, qui est à cheval sur les 2 départements. Qui est intéressant parce que du coup, ça va donner lieu à l'animation d'un réseau urbanisme-planification à l'échelle territoriale Drôme-Ardèche. La question de la Drôme-Ardèche, c'est très très compliqué au niveau planif, c'est qu'on a encore beaucoup de PLU qui sont des anciens postes avec des zones d'activité partout. Ils sont tous en concurrence et les SCOT sont faits en régie, donc c'est voilà, un niveau extrêmement médiocre. Le Grenelle là-dedans, il n'y a rien du Grenelle, puis le paysage, j'en parle même pas. Donc le jeudi après-midi, nous avons travaillé sur les plans de paysage. Nous avons reçu il y en a 3 qui ont été lauréats en Rhône-Alpes. Donc nous avons reçu ensemble, on était une douzaine, avec les gens du CETU et du CT et du CERTU, qui ont un rôle d'animateur, et avec les paysages conseils qui pouvaient être présents. Donc il y avait Laure Plancher et Philippe Conversé, donc sur les 3 plans de paysage. Et puis le vendredi matin, super, je suis allée sur le terrain. J'ai passé une journée magnifique dans la Drôme, dans le fin fond de la Drôme, à côté de Die, sur le CLAPS, le site classé du CLAPS, avec les agents de l'ONF sur des plans de gestion forestière. La question du paysage dans un site magnifique qui est un grand ébouli sur le saut de la Drôme, sur la vallée de la Drôme. Et voilà, l'ONF, plutôt que d'être tout le temps en confrontation avec les services de la DREAL à chaque fois qu'ils ont une autorisation de coupe, de défrichement, on a décidé de mettre en place un plan de gestion sur 20 ans qui leur évite d'avoir des demandes d'autorisation qui montent au ministère à chaque fois qu'ils ont besoin de couper. Donc on s'est fait expliquer qu'est-ce que c'était que la gestion forestière, et on a un peu regardé tous les sites sensibles et essayé d'étudier des modalités de gestion forestière qui soient propices au paysage, propices aussi à la production forestière, parce que c'est aussi une donnée. Si c'est pas rentable, il n'y a plus d'entretien. Voilà. La question des risques aussi, parce qu'on a des pentes très fortes, donc c'est aussi très compliqué. La question de l'accueil touristique. Voilà, on est toujours sur des politiques transversales. Et puis l'après-midi, j'ai travaillé sur le site classé de la Jarjatte avec la question d'une piste de ski. Donc qu'est-ce que ça veut dire une piste de ski en site classé, avec des gros terrassements, un fil-neige, du défrichement. Et puis une station d'épuration aussi, dans une belle prairie visible de partout, au cœur du site de la Jarjatte. Voilà. Donc on essaye de travailler sur une station d'épuration à roseau, mais malgré tout, c'est quand même très technique. Et là, on te demande d'insérer, et puis là, c'est pas possible, quoi. Voilà. Voilà, c'était mon quotidien des 2 dernières journées. Quoi vous dire que je pense que Andréal, c'est essentiel de pouvoir avoir un regard très ouvert. L'échelle régionale et la question de l'ingénierie du paysage, pour moi, est assez repoussante. Donc à chaque fois, c'est de se poser la question. Donc, il y a des attentes auprès de grands cadres de la DREAL, haut niveau de réflexion. Alors, ils ont des attentes sur le paysage. Ils nous demandent de mettre des notes, par exemple, pour pouvoir hiérarchiser les paysages dans le cadre du schéma régional éolien. C'était un truc qu'on m'a demandé. De 1 à 10, classer donc nos paysages. Bon, voilà, donc comment... non, on a essayé de faire autrement. On a plutôt dit qu'est-ce qui est recevable et quels sont les enjeux. On a plutôt travaillé sur
sur la question du niveau d'enjeu. Et puis le gros paquet, pour moi, c'est Drôme Ardèche, c'est la planification. Voilà, l'entrée régionale ou interdépartementale qui est urgente, mais après, localement, c'est très difficile. Donc là, c'est l'animation du réseau des conseils, architectes conseils, paysages conseils, éventuellement CAUE, ABF, pour toute cette planif, avec plutôt l'entrée SCOT, ou l'entrée PLU intercommunale qu'on attend, on attend que la loi arrive pour pouvoir tout de suite engager 2 ou 3 sites tests. Voilà. Merci Claire. On va changer de Claire pour voir dans un contexte beaucoup plus urbain, hein, les problématiques qui nous sont présentées sont parfois assez différentes. On va retrouver des sujets qui sont les mêmes. Et puis, il y a ce contexte et urbain et contexte d'Île-de-France, avec notamment toute la dynamique du Grand Paris qui fait qu'il y a un certain nombre de missions et d'attentes très spécifiques, hein, sur les départements d'Île-de-France. Voilà, tu vas nous présenter ça. Oui, bonjour. Du coup, je travaillais à l'UT du Val-de-Marne, hein. UTC, unité territoriale, et je remplace ici Michel Collin, qui est lui à l'unité territoriale du 9-3, de la Seine-Saint-Denis. Et voilà, donc en réalité, moi, je me sens, quand j'entends Claire et Isabelle, un peu finalement du département et de la région à la fois. Alors la raison en est probablement que l'Île-de-France est organisée assez différemment finalement, que l'unité territoriale, c'est un peu le service minima sur le territoire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que comment on va dire, en Île-de-France, on a pensé que la petite couronne devait être intégrée finalement dans un autre fonctionnement qui fait que sur le terrain, en département, il reste des services assez minces. Alors, je suis, moi, au sein du SPAD. Alors, c'est le service du patrimoine et de l'aménagement durable. Ce service, en fait, il est affilié à la DRIEA. Alors, je vais essayer de tout vous le faire, parce qu'il faut le comprendre, ça. Mais c'est un peu fastidieux. Donc, c'est la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement. Mais il faut savoir qu'en Île-de-France, on a la DRIEE, dont parlait Sébastien tout à l'heure, qui est donc le côté environnement. Donc moi, je suis et énergie d'ailleurs. Oui. Moi, je suis ancien équipement en quelque sorte. Mais il faut savoir qu'il y a aussi la DRIHL, c'est la direction régionale et interdépartementale de l'habitat et du logement. Et que donc moi, je me retrouve de temps en temps à travailler avec des services régionaux, mais qui sont quand même basés à Créteil, pour des raisons à la fois de services sur le territoire, mais aussi historiques. C'est-à-dire que ces gens, avant, ils étaient intégrés à l'ex-DDE. Alors, toutes ces subtilités ont de l'importance, parce que, pour finir, je suis devenue un peu électron libre. C'est-à-dire que j'appartiens quand même au SPAD, mais en même temps, tout d'un coup, je me retrouve à travailler avec d'autres gens et personne presque sait où je suis. Enfin, je vous le dis parce que à la fois c'est drôle et en même temps c'est très embêtant, parce qu'il y a des moments où je me sens très seule et je ne sais pas bien comment on peut se repositionner. Et puis ce côté à minima est assez gênant, parce qu'en fait on se retrouve donc avec une belle loi paysage derrière nous. Enfin, normalement on a plein de possibilités d'intervenir, et en réalité si moi parfois je me demande ce que je fais là, il y a en face de moi des gens qui se demandent pourquoi je suis là aussi, quoi. Enfin, voilà, donc c'est pas si évident. C'est vrai que j'ai pas trouvé forcément partout les bonnes portes. Alors, par contre, l'avantage, c'est que je suis à la fois au département, donc il y a des choses qui se font plutôt au territoire, etc. Et puis, il y a des choses qui se font au niveau de la région. Alors, en plus, en région Île-de-France, je pense qu'il y a peut-être plus de choses qu'ailleurs. On a
Nous, on a un club paysage, on a un réseau paysage, enfin, on a un certain nombre de choses. Et puis, alors, j'ai participé au schéma régional de cohérence écologique, le fameux SRCE d'Île-de-France, en tant que personne qualifiée. Alors ça aussi, c'est étonnant parce que du coup, je suis arrivée là, voilà, c'est un peu l'histoire qui a fait ça. Enfin, c'est aussi peut-être pour vous dire que les missions de conseil, elles sont à certains endroits, elles se fabriquent un peu avec ce qui se passe sur le terrain, avec des rencontres, avec un contexte qui finalement interfère d'une manière assez importante. Alors, après, plus dans le côté de la manière d'intervenir des services de l'État, alors là, je prends plutôt le côté SPAD, on va dire, c'est-à-dire lutter du Val-de-Marne, cette fameuse unité territoriale telle qu'elle est, et dans laquelle j'interviens quand même, au moins, j'ai envie de dire au moins 60% de mon temps. Je pense, la grande particularité, c'est d'avoir des villes comme Vitry-sur-Seine où il y a 90 000 habitants. Et puis des villes comme Périgny, qui se trouvent donc totalement au sud-est du Val-de-Marne, où il y a 2500 habitants. Alors j'ai pris des chiffres, c'est les chiffres 2010, mais je peux être pratiquement sûr que ça n'a pas autant évolué que ça. Et donc on se retrouve avec des grosses villes, avec beaucoup de compétences, beaucoup de services techniques et finalement une certaine autonomie par rapport à nous. Mais alors la grande caractéristique, ces villes se font concurrence. Alors, je vais m'expliquer parce que ça, c'est un truc vachement important à comprendre, je pense, en Île-de-France. Il n'y a pas d'intercommunalité. Enfin, elle est peut-être en train de se faire, mais elle se fait d'une manière assez bizarre. Et ce qui est étonnant en Île-de-France, c'est de parcourir les limites administratives. Et on a des espèces de no man's land, on peut quand même appeler ça comme ça, en fait, des blancs. D'ailleurs, quand on prend les cartes, on voit il y a des blancs. Et c'est un système de repoussoir, c'est-à-dire qu'il y a une notion de confins, et du coup, le maire qui a idée que son patrimoine, il est dans le centre, des anciens centres-bourgs qui existent en Île-de-France, même s'ils sont noyés. Et puis, d'ailleurs, il y a souvent les cités, enfin les quartiers de logement social qui ont été déjà construits sur une périphérie, mais en plus, cette périphérie continue à être un repoussoir. C'est assez étonnant, par exemple, de voir la carte de la Francilienne, qui donc, en fait, circule sur les limites administratives, sauf exception, parce que il faut bien qu'il y ait une continuité, mais c'est... Donc on a cette particularité-là. Et du coup, moi j'ai l'impression très souvent de travailler sur la mise en cohérence d'une ville à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème de continuité, à la fois urbaine, à la fois paysagère, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais bon, on va dire de continuité, cohérence de ce qui est décidé sur ces endroits-là, et puis aussi continuité dans le fonctionnement, c'est-à-dire le réseau viaire il y a des endroits où c'est étonnant quand même. Il y a des rues où tout d'un coup on se retrouve face à un sens unique et il y a une espèce de souricière comme ça à certains endroits. Non, oui, c'est rigolo, mais c'est vrai. Mais oui. C'est des choses étonnantes. Alors après, on va dire des problématiques plus normales, on va dire, par rapport au territoire urbanisé. Donc tout ce qui est logement social. Alors du coup, on a, de mémoire, je crois que c'est 19 dossiers. Alors je ne le sais pas très bien parce que finalement quand j'interviens sur le logement social, c'est donc à la demande de cette fameuse DRIHL et c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui ponctuellement pensent qu'il y a un problème de paysage. Alors pour eux, il n'y en a pas un systématiquement. C'est-à-dire que c'est bien quand tout d'un coup on se retrouve avec une problématique de parc ou de je sais pas quoi, d'ailleurs de tram verte et bleue. Et là tout d'un coup ils disent ah bah tiens il y a la paysagiste conseil. Voilà. Donc comme quoi il y a beaucoup de compétences. Mais en réalité, le fléchage n'a pas du tout été fait ou ne se fait pas plus que ça. Et donc, moi, ce que je constate, c'est que finalement, dans le logement social, on arrive, on va dire quand même relativement bien, on va essayer d'être positif sur le logement social quand il est intégré, je pense, je sais pas, Vitry-sur-Seine ou Choisy, on a Orly par exemple, le quartier des aviateurs, tout d'un coup on va avoir quand même une action, je pense, intéressante globalement. Bon, même si là je rentre pas dans le détail, mais quand on est à Bois-l'Abbé c'est Champigny-sur-Marne, donc là on est loin de tout en fait, on n'a pas de RER, on n'a pas de métro, etc. Et
là, j'ai envie de dire, même quoi qu'on fasse, on a un peu ce problème du loin de tout. C'est-à-dire c'est un territoire de relégation et qui le reste d'une certaine manière. Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on ferait bien d'avoir des schémas de mobilité et logement social. Et en disant, là, peut-être que les gens qui habitent le logement social, ils n'ont pas de moyens de se déplacer. Et donc, on pourrait essayer quand même de leur faire du transport réel à proximité. Mais ça, alors quand on dit ça, alors tout le monde se regarde, ah oui, tiens, c'est une bonne idée. Mais bon, moi, je n'ai pas l'impression que c'est pas trop ce qui se passe en réalité. Oui, les patins à roulettes, c'est bien, en effet. Oui, on pourrait inventer des trucs comme ça. Mais voilà. Alors, oui, alors quand même, je finis sur cet aspect logement social. Il y a quand même, alors, je sais pas, vous connaissez peut-être Arcueil, la Vache Noire, par exemple. On a démoli une barre. Alors là, je suis mis, même si je suis paysagiste, je pense que cette barre qui était entièrement en briques, je sais pas, elle avait quand même, elle était là, intégrée dans un tissu urbain. Elle avait une implantation logique par rapport à une rue, enfin plein de choses comme ça. Et puis aujourd'hui, on a eu la cité paysagère. Alors même si je pense qu'il y a eu un gros boulot au niveau de l'architecture et qu'on peut saluer ce travail-là, on s'est retrouvé, alors je crois qu'on appelle ça du logement intermédiaire, avec donc des petites maisons, donc à la place de la barre, dans un lieu qui est, alors lui, desservi par les transports en commun, qui est dans la première couronne et qui est donc est dense. Et moi, je me pose plein de questions là sur la notion de densité. Quand à Bois-l'Abbé, on détruit aucune barre parce qu'on n'est pas dans cette stratégie-là et qu'on l'a détruit à Arcueil. Voilà, moi, c'est mise en cohérence et mise en, en lien de ce qui se passe ici et là. Pose problème. Et peut-être que c'est ça aussi, le fait d'être conseil, c'est d'essayer de voir où on n'est finalement pas républicain presque, puisque on devrait avoir une logique, une stratégie qui serait quand même, qui pourrait dépasser un peu la seule décision locale. Alors ça c'était donc la partie logement social. Alors évidemment la mobilité, on s'en occupe un peu. Alors je dis un peu parce que moi j'entends parler tout le temps du Grand Paris dans mon UT. Mais ça, pour l'instant, je suis allée en gros sur le terrain, sur les Hauts-de-Bruyères, parce que là il y a un CDT, donc je l'ai marqué parce qu'il y a des trucs, je ne sais plus, contrat de développement territorial. Et donc ces contrats, c'est là où il va y avoir les gares normalement. Du coup, l'État négocie avec les communes des contrats, mais comme les communes ne s'entendent pas entre elles, c'est assez bizarre. Il y a eu beaucoup de réunions de concertation. Dans ces réunions, sont dit des choses qui ne sont pas forcément cohérentes. Donc les CDT, aujourd'hui, c'est comme une grosse sacoche dans laquelle on mettrait plein de choses, et puis on essaie de faire que la sacoche, elle ait un packaging qui va pour tout le monde. Voilà. Donc, je suis peut-être très critique, mais qu'est-ce que le Grand Paris va apporter au paysage parisien? Ça, je ne sais pas. Il y a peut-être des sujets à traiter. Voilà. Bon, après, alors on me dit, oui, mais c'est souterrain. Alors, donc pour toi, Claire, c'est pas la peine. Toi, tu es paysagiste. Donc, comme le Grand Paris, c'est souterrain, c'est peut-être pas nécessaire que tu t'en occupes. Mais bon, voilà encore un endroit où je ne sais pas comment on peut caser ça, quoi. Alors ensuite, on a toutes les problématiques. Oui, alors je vous fais un peu comme ça la liste, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on pourrait faire des débats assez longs sur les sujets. Alors on a, nous, les paysages à risque. Enfin, tout le monde a des paysages à risque, puisque Cynthia, c'est un risque qu'on ne savait plus, mais on l'a appris. Alors, nous, le PPRI, alors le plan de prévention des risques d'inondation de la Seine, alors on a aussi celui de la Marne, mais on ne s'est plus s'occuper de celui de la Seine, parce qu'il est absolument incroyable, quoi. C'est-à-dire, moi j'ai vu des cartes où si l'eau monte comme en 1901, je crois que c'est ça, 9, 10, enfin... Voilà, la grande dernière inondation, elle a eu lieu au début du siècle, et comme c'est 100 ans, on l'attend, la prochaine. Et donc, dans le Val-de-Marne, il y a des... non, mais en fait, en même temps, c'est pas drôle, parce que c'est fait des milliers de gens qui sont sous l'eau, quand même. Et puis, ils sont captifs, ils n'ont pas trop la possibilité de partir, parce que les routes aussi,
sont sous l'eau. Alors quand même, donc on essaye de réfléchir à cette question. Alors il y a eu un très beau travail, pour le coup je trouve qu'il mérite d'être connu, c'est le schéma de cohérence saine. Il a été réalisé par Bernardo Secchi et Paola Vigano, avec ces notions de territoire résistant, territoire résilient, pardon. Alors, moi, je pense que ce travail est énorme et vachement intéressant. Maintenant, alors on voit pour faire rentrer dans les communes, justement, parce que c'était un schéma global, hein, donc mené par les PAORSA. Alors, établissement public d'aménagement, Orly, Rungis, Seine-Amont. Alors les EPA, hein, c'est les établissements publics qui ont finalement des moyens un petit peu, parfois je dis c'est des États dans l'État, c'est-à-dire qu'ils ont quand même des moyens financiers et puis ils chantent un peu les communes. Mais c'est vrai que pour certaines choses, comme la problématique de la Seine, ça a un intérêt. Parce que, pour finir, si la commune de Vitry dit « Ah mais moi, là, je veux faire comme ça », et puis en face, à Alfortville, on dit « Ah ben non, on va faire autrement », et que les deux ne sont pas cohérents, il faut au moins des EPA en face pour arriver à travailler là-dessus. Donc voilà, ça marche localement. C'est parfois assez compliqué de se retrouver en face aussi des architectes qui doivent construire, de dire « Ah bah oui, mais là, il faudrait faire une rue au rez-de-chaussée, animée, etc. » Et puis ne pas avoir le droit de faire des commerces, par exemple. Enfin, ça, c'est vrai qu'après, il y a toutes ces problématiques-là. C'est parfois pas simple. Alors, dans les gros, j'ai pris juste les grandes choses au niveau de la réglementation. On a le PEB, c'est le plan d'exposition au bruit. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez Villeneuve-Saint-Georges, mais voilà, là, moi, là, quand je suis arrivée à Villeneuve-Saint-Georges, j'ai eu honte que ça soit en Île-de-France, quoi. C'est là où il y a tous les marchands de sommeil. On est sous les pistes d'Orly. Géographiquement, c'est un endroit magnifique. C'est un bord de Seine. C'est en fait une partie un peu escarpée, comme ça, au bord de la Seine, puisque c'est en méandre. Hein, c'est la face... je sais plus, intérieur du méandre, non, extérieur, pardon. Enfin, c'est le front d'attaque. C'est-à-dire que du coup, on a la Seine et on monte assez vite comme ça. Et donc, géographiquement, c'est très beau, mais on a les avions au-dessus de la tête et du coup, des endroits paupérisés. Et donc, alors, quand même, on travaille dessus. On a tout un paquet de procédures pour pouvoir arranger les choses. Peut-être faut que je... Voilà. Alors ensuite, on a quand même des questions agricoles, donc à Périgny, sur le plateau Briard et dans la plaine Montjean. Alors les questions agricoles, bizarrement aussi, la DRIAF est très loin et bizarrement on n'arrive pas à travailler sur quelle agriculture en Île-de-France. Enfin, on essaye un petit peu d'aller quand même dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a en fait finalement de la grande agriculture dans des endroits où on pourrait peut-être avoir du circuit court. Mais bon, enfin, en tous les cas, la manière d'intervenir aussi est un peu compliquée. C'est-à-dire que je travaille un peu avec le CAUE, enfin, où j'essaye de travailler avec le CAUE, quel CAUE est en lien avec la DRIAF, mais nous, au SPAD, la question agricole, elle est un petit peu, comment on va dire, contradictoire. Alors là, c'est un peu les contradictions des politiques de l'État qui se superposent. Il faut qu'on construise du logement parce qu'on est en Île-de-France, mais quand même, il ne faudrait pas faire de la déprise agricole. Enfin, il ne faudrait pas construire là où il y a encore de l'agriculture. Donc ça, c'est un peu... on marche sur des œufs, quoi. Voilà. Donc, ouais. Sur des poules. Sur des poules, voilà, disait. Alors, en termes de méthode, un petit peu la manière peut-être la plus simple que j'ai trouvée d'intervenir, on fait des veilles PLU. Alors les veilles PLU, c'est qu'on a des agents, donc des chargés de missions territoriaux. Ils sont, eux, sur tous les documents d'urbanisme. Et donc, quand il y a un PLU qui commence, enfin la révision, pardon, parce que nous, on est couvert, hein, on est quand même dans un département où il y a eu tout ça. Je crois que c'est Arlon-sur-Seine qui n'avait pas encore de PLU jusqu'à pas longtemps. Arlon-sur-Seine, oui, c'est aussi dans le Val-de-Marne et c'est au sud d'Orly. C'est le confin du Val-de-Marne, au bord de la Seine.
Voilà. Et donc, on a, dans cette veille, on fait les portées à connaissance, on fait des notes d'enjeux, enfin, j'essaye de resituer les enjeux de paysage, mais donc, comme j'essaye de le faire au niveau global, c'est pas toujours bien accepté, mais bon, globalement, on peut mettre dans le portée à connaissance des choses. Et puis ensuite, on regarde chaque partie du PLU. Et à chaque fois, c'est pour ça que je mets souvent la loupe là-dessus, aux confins de la commune. Enfin, aujourd'hui, dans les cartes de PLU, on n'a toujours pas les autres communes à côté. Alors quand on est dans un territoire urbanisé, ça fait vraiment drôle. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a sorti une pastille comme ça du reste. Et donc sur les confins, on essaye de tisser des liens avec ce qui est de l'autre côté. Et aussi, alors du coup, moi, tout ce qui est une notion de trame verte et bleue, aujourd'hui, me sert pour pouvoir faire de la continuité. C'est-à-dire que c'est un prétexte à continuité. Donc ça, c'est plutôt le côté intéressant de la chose. Et comme j'ai participé donc, à ce fameux schéma régional de cohérence écologique où on est chargé de voir où doivent passer les trames vertes et bleues dans l'avenir, voilà, c'est un sujet qui peut permettre ça. Mais alors, peut-être la limite du truc, c'est qu'on ne nous reconnaît pas non plus tout à fait. Enfin, il y a un autre service qui s'appelle le CERU. Donc, c'est le service... Non, CERU. R, je suis sûre que c'est réglementation et U, urbanisme. Je suis désolée pour le E. Bon, service, voilà. Service. Non, mais parce que eux, ils s'occupent plutôt de l'application, justement, de la trame verte et bleue sur le territoire. Et donc, comme il s'agit de faire passer des espèces, si je parle de trame verte et bleue en tant que nature en ville, on va dire au sens large, peut-être aussi notion de continuité paysagère. Voilà, c'est pas toujours, c'est toutes des notions aussi qu'on peut du mal à faire passer. Alors c'est vrai que moi ça fait longtemps que je dis, mais nous on devrait être, je sais pas, 4, 5, 10 paysagistes conseils en Val-de-Marne, mais parce qu'il y a vraiment du travail partout, quoi. Il y a plein d'endroits où il y a quand même des notions qui me semblent importantes et pas vraiment prise en compte. Et donc, enfin, et en même temps, moi, c'est ce que je pense que j'aime beaucoup dans cette position de conseil, c'est qu'on peut re-questionner. C'est-à-dire que partout où on peut aller, c'est re-questionner ce qui est en train de se passer, de dire, mais au regard de cette loi paysage, enfin, dans tous les cas, de tous ces lois Grenelle, d'un côté, enfin, maintenant, on va en avoir des nouvelles sur l'énergie, sur l'urbanisme, etc. Qu'est-ce que, finalement, qu'est-ce que ces lois nous apportent et comment on territorialise ces choses-là. Voilà, je crois que c'est vraiment... Enfin, moi, je le prends quand même pratiquement tout le temps comme ça. C'est notre lien au territoire qui est du coup... Et peut-être aussi le fait que nous, on sait prendre en charge le concret. C'est-à-dire qu'en tant que praticien, par ailleurs, on est des gens du concret. Et quand on nous dit, bah, là, sur le plan, voilà, ça va être construit là... On comprend ce que ça veut dire, mais nos interlocuteurs, ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, c'est de voir aussi ses conséquences. Donc de dire, bah, attendez, peut-être qu'on pourrait aller sur le terrain ensemble et qu'on pourrait donner enfin, visualiser justement ce concret. Et je crois que là, il y a vraiment quelque chose qui est important. Et en même temps, je pense que c'est peut-être aussi notre fragilité, c'est qu'à chaque fois, on remet en lien les collectivités territoriales et l'État, et les politiques de l'État. Et bon, je crois que là-dessus, il y a des grands écarts qui sont un peu casse-gueule, on va dire, voilà, un peu comme ça, enfin des acrobaties à faire qui ne sont pas toujours évidentes. Voilà. Merci, Claire. Sur la Drieux avec Catherine Soula, je vais pas reprendre tout ce que l'on fait parce que ça recouperait beaucoup de ce que vous avez déjà entendu, hein, que ce soit en DDT, en UT ou en Rhône-Alpes. Simplement, je vais pointer des choses dont on n'a pas parlé ici, illustrées à travers la région Île-de-France. C'est vrai qu'une des difficultés que l'on rencontre en tant que paysagiste conseil de l'État, que ce soit en DDT ou en DREAL ou en Drieux pour l'Île-de-France, c'est que autant il est relativement facile d'être paysagiste
face à des dossiers. On nous soumet des dossiers, on fait notre travail de conseil, ça on sait faire. Notre expertise, entre guillemets, de femmes et hommes de l'art est mobilisée grâce à notre culture et notre regard du concret et notre expérience de maître d'œuvre que l'on a à peu près tous dans ce métier. En revanche, là où ça se complique énormément pour nous, c'est dès qu'on essaie de mettre les pieds dans les grandes stratégies territoriales, les grands dossiers, et on se rend compte que c'est le cas en Ile-de-France à travers le processus du Grand Paris, à travers le SDRIF et la ponctuation des opérés d'intérêt national ou les contrats de développement territoriaux. Excusez-nous pour l'avalanche de sigles de la matinée, mais il faudra s'y faire. En général, on n'aura pas le... bon, là, c'est beaucoup plus compliqué, et là, ça nous amène à vraiment essayer de construire une stratégie, parce qu'on se rend compte que ça échappe à peu près à tout le monde. Hein. C'est une somme de regards, c'est une somme de compétences administratives, c'est une somme d'acteurs, et la vision globale, elle échappe à peu près à tout le monde. Bon, il y a eu des réflexions en amont avec le concours, vous avez connu, etc. Et là, toute notre intervention consiste à savoir comment, à quel moment et comment on peut, par le paysage, apporter une vision globale à ces grands dossiers. Hein, sur le Grand Paris, c'est évident. Comment arriver à positionner le paysage dans ce processus, et le plus en amont possible, et le plus transversalement possible. Voilà. Donc là, on n'est pas en conseil sur un projet tout fait, dessiné, c'est bien, c'est mal, etc. Mais voilà. Et ça, c'est un travail de longue haleine sur lequel il faut construire des stratégies, et je vais vous en dire deux mots. L'autre aspect, bien en amont du conseil proprement dit, c'est la façon dont les commandes sont passées en termes de paysage. Que ce soit sur la planification, que ce soit sur les schémas éoliens, que ce soit sur les schémas de cohérence écologique, etc. On se rend compte qu'une fois que la commande a été passée, que les cahiers des charges sont rédigés, que les budgets sont mobilisés, eh ben on ne peut plus faire grand-chose pour que le paysage ait sa face. C'est-à-dire que la part de la réflexion paysagère dans ces processus ait sa place. Hein. Il y a un appel d'offres qui est lancé, il y a de la concurrence, et voilà, et ça rentre dans les budgets là, avec la pluridisciplinarité que vous connaissez. Là. Donc, être vigilant là aussi pour être le plus en amont possible avant la passation de commande, et non pas à l'aval sur l'évaluation des résultats de ces travaux. Un exemple en Drieux, c'est sur le schéma régional air, climat, énergie, avec son volet éolien, eh bien, on a fait en sorte, je parle sous le contrôle de Jean Doucet de la Drieux, de rédiger le cahier des charges. On va rédiger le cahier des charges. On a l'habitude de répondre à des appels d'offres les uns et les autres, donc on est bien placé pour savoir ce qu'il faut mettre pour qu'on ait des réponses structurées. Et j'invite, et la Drieux a accepté, et je crois que c'est encore difficile dans pas mal de services, j'invite à afficher le budget. Parce que autant sur la maîtrise d'œuvre, bon, même si les taux deviennent très compliqués, autant sur les maîtrises d'œuvre, on sait tous à peu près où on va, avec des réponses de 1 à 4 parfois malheureusement, autant sur ce genre de grands schémas d'études générales, quand on reçoit les offres hein, des uns et des autres, ça va de 1 à 10, de 1 à 20, de 1 à 50, c'est délirant. C'est-à-dire que le cahier des charges, on peut tout mettre derrière et chiffrer du temps de travail. Voilà, donc j'ai dit à la Drieux, et ils en sont d'accord, ils pensaient que c'était illégal, mettez le budget. On a 60 000 euros, on a 150 000 euros. Voilà. Et là, on pourra comparer des offres. Voilà. Donc, cahier des charges et affichage des budgets, donc très en amont du conseil, après sur les résultats des travaux, ça nous permet d'être assez efficace hein, dans l'évolution des travaux. Alors, être très en amont aussi, c'est de lancer des réflexions sur des choses qui sont gérées à la petite semaine. Hein. On a sur la région le phénomène des ISDI, les installations de dépôt inerte, je ne sais plus quel est le sigle exact. Bon,
on se retrouve dans la région Île-de-France, on a 13 millions de mètres cubes par an de déchets inertes à gérer, et donc on se retrouve avec des reliefs tout à fait curieux dans tous les départements limitrophes. Voilà. Moi, j'arrive d'Avignon tous les mois pour les missions, et c'est vrai que je reconnais de moins en moins l'Île-de-France quand je passe en TGV au milieu de cette nouvelle topographie, peut-être intéressante à terme, mais voilà. Et donc là, travailler en amont, ça a été de lancer des ateliers des APR de Versailles, quoi. Mettre en place plusieurs séries d'APR sur plusieurs années pour savoir comment on pourrait, avec ces 13 millions, et puis parallèlement travailler à la réduction des 13 millions. Si on arrivait à 0, ce serait pas mal. Mais comment, avec ces 13 millions, on peut composer un paysage, et à quel endroit on fait projet avec, plutôt que d'essayer de camoufler du tas en faisant croire qu'il y a une colline, etc. Donc là, voilà, essayer toujours de se situer très très en amont. Alors, je ne veux pas aller plus loin dans les exemples de tout ce qu'on fait avec Catherine en Drieux, mais qui reprennent un peu les dossiers que vous avez cités. On se rend compte qu'on a quand même des choses sur lesquelles c'est très, 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 très difficile de mettre les pieds. Tu as cité l'agriculture. C'est vrai qu'aujourd'hui, toute la question de la transformation, de l'évolution des nouveaux paysages agricoles que l'on est en train de produire, et toute la problématique de la proximité ville-agriculture, eh ben, c'est compliqué d'y entrer, et que le regard du paysagiste soit là. Alors, pour toutes ces choses-là, tu l'as cité, Claire, et je recite Jean Doucet au fond, là-bas, sur l'Île-de-France, on a mis en place ce club paysage, qui est un lieu où on se réunit 3-4 fois par an. Quand je dis on, c'est l'ensemble des paysagistes, conseils en département et autres, l'ensemble des agents référents, les CAUE, les architectes des bâtiments de France, et on travaille comme ça en amont sur un certain nombre de sujets. L'agriculture urbaine y a été abordée, la relation planification, paysage-planification y a été abordée. Ça aboutit à cette publication là que vous avez dû voir, j'en ai laissé quelques-uns, sur comment construire un cahier des charges en amont des lancements de SCOT, si on veut que la question du paysage soit présente dans un projet de SCOT ou dans un projet de PLU ou PLUI. On a travaillé aussi sur la tour, puisque les tours sont une question récurrente qu'a traité l'Adrieux, et qu'est-ce que ça veut dire, la tour, aujourd'hui, dans le territoire de l'Île-de-France, etc. Voilà, alors je ne vais pas plus loin, je pense qu'on a eu assez de matériaux à porter, donc je laisse maintenant au débat, aux questions, aux remarques, aux compléments que vous pouvez apporter. Je ne sais pas comment ça se passe pour le micro. Il y a juste un truc dont on ne doit pas parler, c'est qu'il y a aussi des paysages conseils au ministère, dans certains ministères. Et donc il y a Tim qui pourra peut-être témoigner là-dessus, parce que nous-mêmes, on ne sait pas toujours ce qu'ils font. En tout cas, c'est ça, c'est que il en manque. Donc on a dit qu'il en manquait à l'agriculture. Il y en a un au ministère de la Culture, mais il n'y en a pas du tout en service décentralisé. Et il y a aussi des organismes, moi avec lesquels je travaille ponctuellement, c'est parce qu'ils sont basés à Lyon, CT et CERTU. Mais je pense qu'aussi ce serait pas mal qu'il y ait un peu de réflexion aussi là-dessus, ou tout au moins de la coordination un peu plus forte au niveau de la stratégie, de comment est-ce qu'on intervient, quoi, voilà. Voilà, c'est ça, c'est très bien, justement, j'ai vu.